Il est 13 heures, bonjour, bienvenue dans votre journal. Le deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan a été inauguré hier vendredi en présence du vice-président de la République. Tiemoko Melie-Kone a souligné l'intérêt économique majeur et la portée sociale de cette infrastructure qui permettra de renforcer le positionnement de ce port, poumon économique de la Côte d'Ivoire. Jeudi, le Premier ministre était, lui, dans la commune de Port-Boué où il a procédé au lancement des travaux du complexe Aquaba d'un coût d'investissement de 33 milliards de francs CFA. Selon Patrick Hachi, le tourisme est un formidable moteur de croissance, d'où l'ambition du gouvernement d'en faire un secteur clé dans la transformation structurelle de l'économie. La préfecture maritime de l'Atlantique a annoncé vendredi que plus de 4,5 tonnes de cocaïne ont été saisies par la marine française sur un remorqueur brésilien dans le golfe de Guinée. Ce butin représente une valeur d'environ 150 millions d'euros, 100 milliards de francs CFA. Les produits saisis ont été détruits à bord avant le retour du bâtiment à son port base à Toulon. On démarre cette édition au port d'Abidjan. Le vice-président de la République qui était hier pour inaugurer son deuxième terminal à conteneurs. C'est un outil qui viendra accroître la performance de ce port qui se positionne déjà comme l'un des plus compétitifs en Afrique. C'est un investissement de 596 milliards de francs CFA. D'autres précisions avec Alexis Ouedraogo. 6 portiques de quai, de 13 portiques de parc, 36 tracteurs électriques et 2 élévateurs télescopiques. Avec un quai de 1100 mètres de long, le deuxième terminal à conteneurs ultramoderne du port autonome d'Abidjan va accueillir des navires de 16 mètres de tirant d'eau. Ce terminal ultramoderne, bâti sur 37,5 hectares sur Amblais, et labellisé Green Terminal, du fait de l'usage d'équipements à fonctionnement électrique, a coûté 596 milliards de francs CFA, dont la moitié apportée par l'État via un prêt rétrocédé au port autonome d'Abidjan. Il permettra au port d'Abidjan de traiter annuellement 2 500 000 conteneurs contre 1 million de conteneurs actuellement. Il emploiera en permanence 450 personnes. En 10 ans, plus de 1100 milliards de francs CFA ont été investis dans les activités portuaires. Le port autonome d'Abidjan représente 88% du total des recettes douanières. Grâce à la confiance des armateurs, ce nouveau terminal sera une plateforme de transbordement pour les pays côtiers limitrophes et une porte d'entrée privilégiée pour les pays enclavés de la région. Pour le ministre du Transport, la politique d'amélioration des infrastructures routières va accompagner ce développement. Le port devient compétitif, la ville compétitive, et tout ceci avec une harmonie dans la croissance des entreprises. Et c'est tout ceci qui viendra soutenir davantage l'économie nationale. Représentant le chef de l'État, le vice-président indique que ce deuxième terminal à conteneurs est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port, mais également de progrès. Il a traduit les encouragements du chef de l'État aux responsables de la structure. Ce deuxième terminal à conteneurs que nous inaugurons ce jour est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port d'Abidjan au niveau africain, voire mondial, mais également un puissant vecteur pour accompagner durablement notre pays sur le chemin du progrès. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, m'a expressément chargé de transmettre à tous ses vives félicitations et ses encouragements pour les efforts accomplis au quotidien pour donner corps à sa vision de hisser le port d'Abidjan au rang des plus performants de la côte atlantique et de l'Afrique. Avec le nouvel ouvrage, la Côte d'Ivoire se positionne comme le hub majeur de la côte ouest africaine. Les enjeux de la présente cérémonie d'inauguration sont très importants, non seulement pour le port d'Abidjan, mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire, voire pour toute la sous-région, qui bénéficiera assurément des retombées de tout ce nouveau terminal.
C'est pourquoi je tiens à ce que chacun sache ici combien le président de la République y accorde tout l'intérêt et le soutien nécessaire. Un juste retour serait une exploitation valorisante de cette infrastructure afin d'obtenir des résultats positifs susceptibles d'améliorer significativement le vécu des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Rappelons que ce deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan est bâti sur une superficie de 37,5 hectares pour un investissement global de 596 milliards de francs CFA. Et c'est un reportage d'Alexis Ouedraogo et Adama Kéré. Le Premier ministre a, lui, procédé le 1er décembre dernier au lancement de travaux de construction du complexe hôtelier Aquaba de Port-Boué, un réceptif qui vise à l'accroissement de l'offre hôtelière d'affaires et de loisirs de la capitale économique et à faire de la Côte d'Ivoire une destination phare du continent. L'objectif étant de faire du tourisme donc le troisième pôle de développement économique de la Côte d'Ivoire. On reste avec Alexis Ouedraogo. C'est un complexe hôtelier qui veut révolutionner Abidjan. Un ensemble urbain complémentaire et attractif, comprenant un hôtel, des bureaux et des commerces. Le projet hôtelier Golden Tulip Aquaba, financé par les banques locales, représente un investissement de plus de 30 milliards de francs CFA, soit 50% du coût global de réalisation du complexe Aquaba et contribuera à la création de 2000 emplois directs en phase d'exploitation, y compris 250 dans le secteur hôtelier. Depuis plusieurs années, je cherchais une opportunité pour implanter l'enseigne Golden Tulip à Abidjan. Golden Tulip célèbre cette année son 60e anniversaire et je ne pouvais espérer qu'un meilleur cadeau que la pose de cette première pierre. Situé à Marcory, le complexe Aquaba veut accroître l'offre hôtelière premium dans le pays. Les 205 nouvelles chambres de luxe de complexe Aquaba viendront accroître la capacité d'accueil hôtelière, mais aussi renforcer la position d'Abidjan en tant que hub du tourisme d'affaires et de loisirs dans la sous-région. Projet d'ambition porté par des nationaux, Aquaba épouse la vision du chef de l'État engagé à faire émerger des champions nationaux dans le secteur notamment du tourisme. Il s'agit de créer un cadre concurrentiel et compétitif au niveau mondial pour toujours mieux attirer des investisseurs dans les hôtels, les espaces de loisirs, les restaurants, les parcs d'attractions ou aquatiques et les parcours culturels ou naturels. Et naturellement, in fine, pour toujours mieux attirer les visiteurs, qu'ils viennent ici pour faire des affaires ou pour s'émerveiller, pour se ressourcer ou prospérer. Nous ne voulons leur dire qu'une seule chose. La Côte d'Ivoire est là, Aquaba. Et l'État se donne les moyens de rendre un peu plus attractif le secteur par des réformes au bénéfice des acteurs du secteur. Notons qu'avec près de 4400 hôtels et 66 000 chambres, l'hôtellerie en Côte d'Ivoire a connu un doublement de ses capacités entre 2015 et 2021. À côté de tout ce développement, quelques larmes quand même. C'est un ultime hommage qui a été rendu hier au général de brigade Kwame Akissi par les forces armées de Côte d'Ivoire. L'ex-inspecteur des services à l'inspection générale des armées est décédé en septembre dernier des suites d'une longue maladie et sera inhumé ce samedi même. La cérémonie a eu lieu à l'état-major général des armées en présence du ministre de la Défense et de notre reporter Souleymane Doni Songou. Recueillement, tristesse et prière. L'émotion était forte ce matin à la morgue de Trècheville. Yves Sepp à la levée du corps du feu général Akissi Kwame, médecin général de brigade, première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire. La triste nouvelle de cette disparition nous a laissé sans voix, déchiré nos cœurs et nous a plongé dans une tristesse sans précédent. Votre mobilisation nous donne la force et le courage de supporter cette douloureuse situation. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des membres du gouvernement ainsi que des personnalités politiques, parents, amis et connaissances de la défunte y ont pris part.
Courageuse et audacieuse, Feu Général Akissi Kwame est la toute première femme officier dans l'armée ivoirienne à obtenir le brevet de parachutiste après avoir suivi une rude formation à la compagnie des parachutistes commando du 1er bataillon d'Akwedo. Pour honorer sa mémoire, le ministère d'État, ministère de la Défense, lui rend hommage à l'état-major des armées en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et de plusieurs personnalités politiques et militaires. Le médecin général Akissi représentait un concept, celui de la femme capable de rivaliser avec les hommes ou de les défier sur intérêt où elles font généralement l'exception. Pour honorer sa mémoire, à l'occasion de cet hommage funèbre que nous rendent les armées, le général Akissi est notre devancière, une pionnière, notre chef pour bon nombre d'entre nous, notre maman chérie, et c'est en cela que nous lui rendons aujourd'hui les honneurs en obéissance aux recommandations de Dieu. Né le 1er janvier 1955 à Saint-Grobo, à environ 150 km sur l'As Abidjan-Yamsokro, là où elle sera inhumée, le général Akissi Kwame est la 5e du fratrie de 10 enfants. Le médecin général Akissi Kwame a tiré sa révérence en laissant derrière elle 3 enfants. Et la mort est la seule guerre que nous ne pouvons gagner. Puisse le général reposer en paix. Cette semaine, c'est le directeur général de Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation, qui était à la tribune Tout Savoir, cette tribune hebdomadaire du CICG. Après avoir donc présenté la structure qu'il dirige, Constant Boka a invité les entreprises à intégrer les normes dans leur système de production afin de mettre sur le marché des produits certifiés. Diarasouba Ami, Jean-Marc Djadji. Depuis 2016, l'État de Côte d'Ivoire a autorisé 15 familles de produits de grande consommation, dont l'alimentation, le cosmétique, les matériaux de bâtiment, les appareils électrodomestiques, afin d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs. Nous avons aussi développé une série d'expertises dans des normes pertinentes. Par exemple, sur la sécurité sanitaire des aliments, la norme ISO 22000, sur le management de l'énergie, l'ISO 50001, le management anticorruption, l'ISO 37001, et puis tout ce qui est développement durable des communautés territoriales, l'ISO 37101. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la capacité d'accompagner toutes nos communautés territoriales à un développement durable. Au cours de ces échanges, il encourage les entreprises à se référer aux normes afin de mettre sur le marché des produits certifiés. Les produits les plus basiques que nous avons lorsque vous les expédiez à l'extérieur, que ce soit les marchés régionaux, les marchés extérieurs, ont besoin d'un passeport pour circuler, c'est la certification, c'est la conformité à des normes. Donc, c'est un des gros avantages. Aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est la ZLECAf. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire se prépare à exporter sur ces marchés organisés? La seule contrainte qui pourrait véritablement empêcher ces exportations ou faire du commerce, c'est l'absence de normes. À ce jour, environ 250 entreprises sont certifiées par Codinorm, placée sous tutelle du ministère chargé de l'industrie. Codinorm est la structure concessionnaire des activités de normalisation et de certification en Côte d'Ivoire. On en vient maintenant à cette formation des entreprises privées entourées de l'administration publique. Le renforcement de capacité à porter sur l'emballage, le packaging, un levier qui permet d'assurer la protection et la sécurisation des produits à expédier. L'idée, c'est d'offrir aux PME les outils nécessaires pour aller à l'exportation. Les précisions de l'enseigne Bakayoko. Le packaging ou l'emballage a pour but de protéger la marchandise pendant le transport, durant les manutentions et au cours des opérations de stockage. Une marchandise bien emballée augmente son attractivité et déclenche l'achat, notamment sur les marchés internationaux. Malheureusement, les entreprises ivoiriennes, notamment les PME, éprouvent encore des difficultés à intégrer le packaging plus que nécessaire à l'exportation. Je fais le séchage des légumes, le piment, le gombo, les aubergines, pour une meilleure conservation de ces aliments qui sont très périssables. Les soucis, l'indisponibilité des emballages, surtout des emballages de qualité adaptés à l'agroalimentaire. À l'exportation, nous connaissons des difficultés par rapport à l'emballage. D'abord, au plan national,
nous utilisons ce qu'on appelle les tomatocus, qu'on appelle communément la feuille d'atchéké. Lorsque nous faisons ces emballages, nous exportons au plan international. On nous fait savoir que ça ne respecte pas les normes. Cette formation sur le packaging adressée au secteur privé devrait donc donner aux PME les meilleurs outils, non seulement pour valoriser les marques, mais également pour conquérir au-delà des frontières. Il appartient à chaque vendeur de se préparer à cette conquête de marché. Et le packaging est un élément essentiel qui parle pour le produit du vendeur et qui doit, par sa présentation, attirer le client acheteur et lui montrer qu'il est le produit qu'il recherche. La Côte d'Ivoire a été choisie par la coopération allemande comme un des pays bénéficiaires d'un projet d'appui à la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf. Ce projet d'appui s'adresse aux communautés économiques régionales, couvre actuellement 8 pays cibles et s'étendra sur environ 2 ans, allant jusqu'en 2024. La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant né en Côte d'Ivoire. Dans la sous-préfecture de Gabiadji, pourtant, ils sont nombreux, ces enfants qui ne sont pas déclarés à leur naissance. Toute chose que l'ONG Care International veut corriger. L'organisation non gouvernementale vient de permettre à 171 enfants dans cette situation, vient donc de leur permettre de recevoir leur jugement supplétif. Reportage Sam Conan, notre envoyé spécial permanent dans le Bassa-Sandra. Sous-préfecture de Gabiadji, dans le département de San Pedro. Ici, le constat est clair. Des dizaines d'enfants n'ont pas d'acte de naissance et donc ne vont pas à l'école. Ma femme n'était pas assistée de naissance. C'est ça qui a retardé, l'enfant n'a pas eu extrait de naissance. Le papa n'a pas papier. L'enfant ne peut pas avoir papier. Papa doit faire papier d'abord et puis l'enfant va avoir papier. Face à cette situation, l'ONG Care International parcourt hameaux, campements et villages pour une sensibilisation. 171 enfants identifiés viennent de bénéficier de jugements supplétifs d'actes de naissance et de kits scolaires leur permettant d'aller à l'école. De octobre, novembre à décembre, nous ambitionnons d'élaborer ou d'établir des jugements supplétifs au bénéfice de plus de 600 enfants. L'insertion de 687 enfants à l'école. Pour le sous-préfet de Gabiadji, il revient à chaque parent de faire la déclaration de naissance et de scolariser son enfant. Ce n'est pas le devoir des ONG de scolariser vos enfants à votre place, d'établir des papiers pour vos enfants. Dans la sous-préfecture de Gabiadji, nous avons 9 centres secondaires. Ça, c'est l'état civil qui se rapproche des populations. Donc, on n'a pas forcément besoin de venir à la sous-préfecture de Gabiadji pour déclarer la naissance d'un enfant à l'état civil. Les chefs de communauté et les guides religieux vont être impliqués davantage dans la sensibilisation, a ajouté le sous-préfet Bamba Fatogomangolo. La violence sexiste se réfère à l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu en raison de son identité de genre. Elle prend racine dans l'inégalité entre les sexes, l'abus de pouvoir et les normes néfastes. La campagne annuelle internationale 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles a démarré le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et prend fin le 10 décembre prochain. VBG en Côte d'Ivoire, quelle réalité? Focus sur des cas extrêmes. C'est un sujet signé Khalil Diomandé et Alexis Ouedraogo. Sa main droite, elle l'a perdue. Son cou, son visage balafré. Victime de viol, Nadia, originaire d'un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Bondoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire, nous raconte son histoire. C'était en 2014. Ce jour-là, je me rendais au champ. Sur le chemin, j'ai croisé un homme qui a obstrué mon passage et a demandé à coucher avec moi.
avec une machette en main. Il a dit que si je ne lui obéis pas, il va me taillader. Après m'avoir violée, pas peur d'être dénoncé, il s'est mis à me donner des coups de machette jusqu'à ce qu'il coupe ma main droite. Pour lui, j'étais morte. Vu la gravité de son cas, elle sera transférée de Bondoukou au service d'urgence du CHU de Cocody à Abidjan avec le soutien d'une ONG. Elle bénéficie de premiers soins. Son bourreau, lui, est mis aux arrêts. 2014-2022, les années passent, mais difficile de penser les plaies de la victime. Mon quotidien est devenu très difficile. Il faut être fort mentalement pour supporter une telle situation. Je ne peux plus exercer de travaux champêtres pour m'occuper de mes enfants. Cette jeune fille qui témoigne sous X révèle elle aussi l'atrocité des abus sexuels. Âgée de 14 ans, elle a été violée sous le regard impuissant de ses frères cadets. Les faits remontent à 2018. Ce jour-là, en pleine nuit, ses frères et elle-même reçoivent la visite d'un homme dans la concession familiale. Il dit qu'il veut se coucher avec moi. Elle me dit que s'il n'est pas accepté, il va me faire du mal. Il est couché avec moi devant mes petits frères. Son violeur ne s'arrêtera pas là. Il dit que peut-être s'il ne nous a pas tués, mes deux petits frères vont aller ici. Mais ça, il a pris le plus petit 4 ans et puis il a commencé à le macheter. Son petit frère âgé de 4 ans décède des coups infligés par la machette. L'adolescent, elle, survit. Son visage, ses mains sont mutilées. Elle est contrainte d'arrêter ses études. Voilà des personnes qui vont avoir des troubles. Cette image va revenir comme un film. Et au niveau physique, ce qui fait une personne, c'est l'autonomie. Mais quand on vous coupe vos membres, vous devenez dépendant. Et si ces femmes parviennent encore à faire face à l'adversité, c'est bien parce qu'elles sont soutenues par l'ONG Overcome et son partenaire Bloom. Nous nous sommes rendus à Cocody, Riviera, Sinakasi pour rencontrer la présidente de l'organisation. Selon elle, les cas de viol sont nombreux dans la zone nord-ouest du pays. On nous a signalé le cas de viol d'une dame de 80 ans, d'une petite fille de 8 mois. Donc il y a lieu de continuer de poursuivre la sensibilisation dans cette zone, mais aussi de pouvoir soutenir ces personnes-là qui sont victimes de ces violences, à pouvoir guérir de ces blessures et les réinsérer socialement. Nous voulons qu'elles soient prises en charge totalement afin qu'elles puissent avoir, elles aussi, une seconde chance de réaliser leurs rêves. Mais quel appui le Conseil national des droits de l'homme apporte-t-il aux victimes de violences basées sur le genre? Lorsque nous recevons les cas de femmes victimes de viol, par exemple, nous les référons aux services aptes à leur offrir soit une prise en charge médicale, parce que dans ce genre de cas de figure, c'est ce qui urge. Nous leur donnons des conseils juridiques. Des réformes ont également été entreprises du côté du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour réduire ces cas. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a installé 84 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc dans toutes les localités, la victime se rend directement dans la gendarmerie de la localité ou dans le commissariat et elle est totalement prise en charge. Pour parvenir à des résultats probants, la ministre Nassineba Touré exhorte à briser le silence. Femmes de Côte d'Ivoire, hommes de Côte d'Ivoire, levons-nous tous ensemble et dénonçons tout genre de VBG pour que zéro tolérance contre les VBG en Côte d'Ivoire soit une réalité. En 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 822 cas de viol contre 954 en 2021, selon une étude menée par la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Des violences qui touchent aussi bien la gente féminine que masculine. Le 1308, c'est la ligne verte gratuite, ouverte pour dénoncer toute forme de violence en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Khalil Diomandé, Alexis Ouedraogo et Arnaud Kofi. On passe au chapitre santé de ce journal, c'est le chapitre Covid-19.
Le nombre de cas confirmés de Covid en Côte d'Ivoire est de 87 887 et on déplore 830 morts. Le rideau est tombé sur la deuxième édition des Journées africaines francophones de cardiologie interventionnelle. Il s'est agi pour la Société ivoirienne de cardiologie de promouvoir une nouvelle technique d'opération, celle qui consiste à traiter les pathologies du cœur sans incision. Une technologie innovante mais qui est en quête de ressources humaines. Reportage Davis Oyo dans un commentaire de Franck Quadio. La cardiologie interventionnelle, une pratique qui permet de traiter les affections cardiovasculaires aiguës sans avoir à ouvrir le thorax du patient. Cette technique d'intervention est de plus en plus promue en Afrique et des journées y sont consacrées. À cette deuxième édition des Journées africaines francophones de cardiologie interventionnelle, initiée par le professeur Roland Guetta, l'accent est mis sur la promotion de cette technique d'opération nouvelle. Durant ces 2 journées, nous avons essayé de réunir les cardiologues interventionnels africains francophones, qui ne sont pas très nombreux, pour pouvoir identifier ensemble les difficultés dans notre pratique, pour pouvoir également mobiliser les moyens afin d'exercer notre art dans de bonnes conditions et aussi faire en sorte que les patients puissent avoir accès à cette technique. Les cardiologues interventionnels venus de 9 pays, entre autres la France, le Maroc et le Sénégal, partagent leurs expériences avec ceux de la Côte d'Ivoire pour le développement du domaine de la cardiologie. Ces journées, elles apportent énormément de choses. D'abord, c'est des échanges d'expériences. Vous savez, les gens ont l'impression qu'aux États-Unis, en Angleterre, les choses sont très très bien. Maintenant, regardez déjà en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Donc, ça montre qu'on est capable de faire en zone d'Afrique, de faire des choses, d'avancer ensemble. Donc, ça motive aussi les jeunes à poursuivre cette voie. Ces journées scientifiques bénéficient du soutien du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous pouvons vous assurer de toute la détermination du ministère à accompagner les disciplines médicales qui s'emploient résolument, je dirais, à appliquer et à mettre les pratiques au niveau de notre pays aux standards internationaux, mais aussi et surtout à faire reculer le désert médical dans certaines de nos contrées. Communication sur des techniques d'intervention, conférences et ateliers autour du thème « Évolution des pratiques de la cardiologie interventionnelle en Afrique francophone » ont meublé cette deuxième édition des Journées africaines francophones de cardiologie interventionnelle. Les journalistes de Côte d'Ivoire se forment aux méthodes et instruments pratiques du journalisme d'investigation. C'est à Grand-Bassam, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. C'est une session de formation qui leur est offerte par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption en collaboration avec la coopération allemande. Dangui Dangui, qui y participe, nous fait un compte-rendu. Des journalistes à l'école à Grand-Bassam pour actualiser leurs connaissances et surtout apprendre les nouvelles méthodes et techniques d'investigation. Cette session de formation initiée par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et ses partenaires, notamment la GIZ, arrive à point nommé selon les journalistes. Le monde de l'investigation est en perpétuelle mutation. Il y a des données, il y a des procédés, il y a des informations que nous devions avoir. Actualiser nos informations, actualiser nos techniques de recherche, actualiser aussi nos modes de collecte d'informations, de données. Je souhaite, au sortir de ces 3 jours de formation, avoir des techniques d'approche pour mieux mener nos enquêtes, aussi petites qu'elles soient. Le représentant du ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption affirme que la presse participe à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Ce qui est attendu de ces journalistes, c'est que dans un cadre professionnel, ils puissent partager les informations, faire des investigations pour porter à l'ensemble de la communauté les informations nécessaires pour renforcer cette lutte. Au total, 60 journalistes seront formés aux méthodes et instruments pratiques de journalisme d'investigation par vague de 20 personnes. Les discussions pour la paix en RDC continuent à Nairobi, au Kenya. Après la cérémonie de lancement lundi, un début retardé et une suspension des discussions jeudi, les travaux battent désormais leur plein. Les participants ont établi vendredi leurs exigences pour cesser les hostilités. Certains déplorant des représentants des groupes armés ne sont pas représentés, comme le M23 qui n'a pas respecté les conditions
du communiqué de Luanda, selon Kinshasa. Parmi les quelques 200 participants, la délégation de la communauté Banyamulenge a, elle, annoncé la suspension de sa participation aux discussions de cette semaine. Plus de 4,5 tonnes de cocaïne ont été saisies mercredi par la marine française dans le golfe de Guinée. La cargaison de drogue d'une valeur d'environ 100 milliards de francs CFA se trouvait à bord d'un remorqueur brésilien et a été découverte lors d'une opération menée dans le cadre d'une enquête internationale en coopération, notamment avec les autorités brésiliennes et américaines. Le navire brésilien de 21 mètres était surveillé depuis plusieurs jours. Les produits sont saisis, détruits à bord, selon la préfecture maritime, qui ne précise pas la méthode utilisée pour la destruction. L'équipage, lui, a été laissé libre. On va refermer ce journal, mais avant, vous allez voir ces images. C'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui quitte Abidjan. Nous sommes là à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le chef de l'État s'envole donc là, maintenant, pour Abuja, au Nigeria. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour le grand journal du dimanche.